Ala barakatillah. على بركة الله بسم الله. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Armand Layachi, directeur des partenariats de l'École centrale Casablanca et du développement de la formation continue en Afrique de centrale Supélec Executive Education. Et je suis très très heureux aujourd'hui d'accueillir deux invités de marque autour d'une thématique ô combien d'actualité, mais qu'on ne sait pas nécessairement appréhender par le bon bout. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de discuter aujourd'hui. Mes deux invités qui vont nous éclairer sont Salah Beina et Amil Habichi. Permettez-moi de prendre une minute pour présenter chacun de nos deux invités. Professeur Salah Beina est docteur en informatique de l'Université de Lorraine. Il est également ingénieur en informatique, diplômé de l'École nationale supérieure d'informatique et mathématiques appliquées de Grenoble, plus connu sous le nom d'ENSIMAG. Il est enseignant-chercheur à l'École nationale d'informatique et analyse des systèmes, l'ENSIAS, au Karabakh, et il est professeur associé chez nous à l'École centrale Casablanca. Il a également une expérience en tant que formateur et consultant dans des projets liés aux nouvelles technologies. Il est coach et mentor de projets innovants. Il a participé au lancement de plusieurs startups en France autour des usages des nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le domaine, et particulièrement dans le domaine médical et paramédical. Salah se dit très sensible aux usages des nouvelles technologies, de l'information et de la communication pour le développement dans les sociétés contemporaines. Ses sujets de prédilection sont l'innovation et la transformation numérique et le rôle dans le développement humain. Salah a travaillé sur des missions de conseil et de formation et de formation pour les plus grands groupes marocains, mais aussi internationaux. Il est formateur de formateurs pour IBM. Et enfin, Salah est conférencier sur des thématiques liées à l'innovation, au digital et à l'intelligence artificielle. Encore une fois, merci d'être avec nous, Salah. Merci à vous deux pour l'invitation. Avec grand plaisir. C'est Amin Habichi. Amin occupe aujourd'hui le poste de directeur de la transformation digitale et des systèmes d'information chez Cosuma, où il a effectué la quasi-totalité de sa carrière. Il a débuté en 2001 et a successivement occupé les postes de manager des infrastructures IT, télécom et réseau, puis responsable de la coordination des systèmes d'information, puis directeur du programme de transformation Improve, et puis directeur des systèmes d'information avant qu'il ait aussi la casquette de directeur de la transformation digitale. Amin a mené plusieurs projets de transformation au sein de son entreprise et de transformation digitale de manière plus particulière. Il est ingénieur réseau et télécom et pour ne pas bouder notre plaisir, il est diplômé de l'Executive Master Leadership et Projets Innovants de Centrale Supélec Executive Education qui est ouvert au public ici à Casablanca. Et je pense aussi que Amin est un ancien joueur de basket. Il y a qu'à se dire, Amin. Ça commence à remonter. Ça commence à dater. Ça remonte, Il a dit ancien, Très ancien. Je me suis pas trompé en le disant. On a avec nous un grand basketteur. Il pourra peut-être nous dire un mot du sujet. Le lien entre la transformation digitale et peut-être le sport aussi. Ça peut être une thématique intéressante d'ailleurs. Écoutez, encore une fois, mille merci d'être avec nous. Je suis très heureux d'animer cette petite discussion quasi informelle entre amis. On est attablé. On va imaginer qu'on est attablé à un café, qu'on sirote un petit jus d'orange ou autre, et qu'on discute entre nous de cette thématique. Peut-être juste une petite phrase pour nos invités qui nous suivent. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat, donc n'hésitez pas, on les posera soit en cours de discussion, soit à la fin de notre rencontre. On a déjà reçu quelques questions, on les posera au fur et à mesure ou à la fin. Voilà. Donc sans plus tarder, c'est ça. C'est toi qui as choisi le titre de cette rencontre. Donc il faut que tu l'assumes avec nous. Transformation digitale de l'entreprise numérique 2.0 à l'entreprise technologique X.0.
C'est du charabia pour moi, tout ça. Pourquoi ce titre, cher ami? Très bien. Alors, tout d'abord, j'ai effectivement choisi un titre qui, euh, qui nous, euh, qui nous permette, dans notre imaginaire à tous, enfin, de bien comprendre que on passe d'un mode d'entreprise à un nouveau mode de fonctionnement. Ce qu'on appelle l'entreprise numérique, qui a par un moment été appelée aussi entreprise 2.0, c'est l'entreprise qui a été affectée par l'apparition, je dirais, du web, c'est-à-dire après les systèmes d'information, les ERP, des choses comme ça. L'entreprise a profité du fait qu'il y a un grand réseau mondial qui s'appelle le web, et donc elle l'a intégré. Ce même web lui a permis d'être connecté à ses partenaires, à ses clients, au monde qui l'entoure. Et donc, l'entreprise numérique, c'est une entreprise connectée, c'est-à-dire qu'elle fait ses activités par des outils numériques. Les systèmes d'information sont le cœur de ce moteur, mais ces systèmes d'information sont devenus connectés au système d'information, et donc on a créé quelque part un réseau d'entreprises qui sont connectés tout au long de la chaîne logistique de la chaîne de valeur de leur cœur de métier, jusqu'à arriver sur nos smartphones, donc connectés au consommateur final. Donc, depuis la première entreprise qui fournit la première matière première dans la chaîne de valeur, jusqu'au consommateur final, où est le client. C'est l'entreprise numérique qu'on a appelée la 2.0 parce qu'elle s'est étendue, elle est sortie je dirais de ses frontières intérieures, et elle s'est étendue dans le monde. Ce que j'appelle l'entreprise technologique, et ce n'est pas moi qui l'appelle, c'est-à-dire c'est une appellation qui commence aujourd'hui à être répandue aussi. C'est une entreprise qui, tout en étant bien sûr, qui s'appuie sur le web et les systèmes d'information, etc., va être à l'écoute des nouvelles technologies qui n'ont pas spécialement à voir avec son cœur de métier, le système d'information, ou là la façon avec laquelle le système d'information est connecté autour d'elle. Par exemple, l'entreprise technologique va se dire, ah tiens, il y a une nouvelle technologie qui s'appelle la blockchain, comment je peux la consommer? Qu'est-ce que je peux en faire? C'est-à-dire qu'elle a une veille technologique en continu qui va être à l'écoute des nouvelles technologies on va appeler ça qui vont être des technologies de rupture, et qui va intégrer petit à petit, elle va faire son marché dans la technologie pour essayer de consommer ces technologies, le tout pour en tirer le meilleur profit. Donc, vous allez me dire, comment est-ce que c'est foncièrement différent de ce qu'on a vu auparavant? En fait, avant, on avait des entreprises qui travaillaient dans la technologie. Quand on va parler de IBM, d'HP, de Microsoft, c'est des entreprises qui sont dans la technologie. Les entreprises technologiques ne sont pas… Excusez-moi de t'interrompre. Est-ce que tu es en train de nous expliquer le titre ou la traité dans le vif du sujet? C'est juste pour que tu ne me perdes pas. Et rapidement. L'entreprise technologique, c'est une entreprise qui n'a pas comme cœur de métier la technologie. C'est-à-dire, ça peut être aujourd'hui, on a Cosumar avec nous, on ne s'imagine pas que Cosumar soit une entreprise qui travaille dans la technologie. Elle est peut-être dans le sucre, mais pas dans la technologie. Si Cosumar devient une entreprise technologique, elle va faire du sucre avec les meilleures technologies du moment. Je pense que ça résume l'état d'esprit. Super. Merci beaucoup pour cette introduction. Je partage ton avis sur la nuance entre une entreprise 2.0 et une entreprise technologique. Parce qu'à un moment donné, les entreprises 2.0, c'est des entreprises qui utilisent la techno, et ici le web, pour produire. Pour produire, c'est là la nuance. Alors, à une époque, et je pense que c'est Salah va être d'accord avec moi sur ce sujet-là, les systèmes d'info, la technologie était un support de publication. C'est avec ça qu'on allait publier des chiffres. L'inverse aujourd'hui, c'est avec ça qu'on va faire le chiffre. C'est là où on est technologie. C'est là la nuance. C'est qu'à un moment donné, on était a posteriori dans les systèmes. On va faire nos affaires, on va aller déclarer quelque chose. Déclarer un mouvement de stock. Déclarer une écriture comptable.
Quand on est technologique, on va faire par la technologie. Donc, la technologie rentre dans le business model. Et c'est ça la grosse nuance entre ce qu'on faisait dans les années, début des années 2000, jusqu'à, on va dire, jusqu'à la stabilisation de tout ce qui est ERP et tout. Et ce qu'on est en train de faire il y a 5-6 ans, entre 2015, un peu moins, début des années 2010 et aujourd'hui, en termes de ce qu'on va faire de la technologie. Donc, voilà. Donc, j'apprécie, c'est ça l'intervention. Ben, la nuance pour moi est ça. C'est ça, pour moi, c'est ça la nuance. Merci, c'est Amine de la précision. Pour continuer un petit peu dans la continuité, j'ai l'impression que chacun y va de sa propre définition de la transformation digitale. Ah, ça. Si toi, Salah, et puis Amine, vous deviez définir ce qu'est la transformation digitale, en 1 minute, vous la définiriez comment? C'est Salah? Oui, alors je conçois le problème que rencontre la majorité des gens, c'est-à-dire on n'arrive pas à cerner ce qu'est ces transformations digitales. Mais ce problème vient tout simplement du fait qu'on n'arrive déjà pas à cerner ce qu'est le digital en soi. C'est-à-dire que le digital d'une entreprise industrielle n'est pas le digital d'une entreprise qui est dans le service. Le digital pour une entreprise qui utilise des imprimantes 3D n'est pas celui des entreprises qui utilisent de l'intelligence artificielle, des chatbots, etc. C'est-à-dire que le digital, je dirais, c'est un grand marché des technologies. Chacun dedans va piocher ce qui lui est utile. Ce qui fait que la transformation digitale d'une banque n'est pas la transformation digitale d'une assurance. Alors qu'on est dans le même, je dirais, dans le même type d'entreprise. Si on s'éloigne encore plus, ben effectivement, quand on rentre dans l'industrie du textile, le digital et la transformation qui va l'accompagner n'est pas celle qui va accompagner le monde agricole. Et donc, ce qu'on peut dire pour résumer, c'est que le digital, c'est l'ensemble des outils qui font effectivement ce marché. La transformation digitale, c'est comment chaque entreprise va changer son fonctionnement, va peut-être même changer de métier, parce qu'elle s'appuie aujourd'hui sur une ressource importante qui est la ressource technologique. Je dirais aussi, ça va. Tu sais, moi je pense personnellement que dans transformation digitale, le mot le plus important est le mot transformation plutôt que digital. Même sur ton doc, généralement, on va écrire la transformation digitale avec un T majuscule et un D majuscule aussi. C'est 2 mots qui ont le même poids, c'est la transformation qui a plus de poids. Donc, le fait de définir transformation digitale revient déjà à définir la transformation elle-même. C'est un état d'équilibre vers un autre état d'équilibre. Donc, il y a une F d'équilibre. On va passer d'un existant vers autre chose, qui va être facilité, ou la fait, par du digital. Alors, digital, c'est là où il y a des 0 et des 1. Ça peut être un fichier, ça peut être une appli, ça peut être un web, ça peut être une imprimante 3D, toute basique. Là où il y a des 0 et des 1, c'est du digital. Alors, ça ne date pas d'aujourd'hui, on est tous d'accord. Mais ça a été mis en valeur, on va dire, marketé un peu, voilà, emballé comme il se doit dernièrement. Mais ça a toujours existé. C'est juste que ça a été accéléré et le monde des possibilités est énorme aujourd'hui. C'est ça, là, tout à l'heure, parlais du monde des… Ben, les banques, c'est leur terrain de jeu. Parce qu'aujourd'hui, une banque qui n'est pas sur un plan de transformation digitale de son business model, il y a 10 ans de retard déjà. Et je prends mon fils, il a 13-14 ans. Lui, il n'a jamais de cash. Il ne parle que par la banque en ligne. Ils ne savent pas ce que ça veut dire autre chose. Donc, j'imagine que quand il aura l'âge d'un jeune qui va aller travailler et tout, ce n'est pas la banque qu'on a connue nous-mêmes. Donc, c'est le mot transformation qu'il va falloir aujourd'hui se focaliser dessus. Qu'est-ce qu'on transforme et que apporte le digital dans cette transformation? Et là, le mot transformation digitale va englober un élan de transformation par des outils digitaux. C'est ce que tu vas nous présenter ou
ou partager avec nous dans quelques instants, c'est-à-dire ton expérience de cette transformation digitale, quels ont été peut-être les différents jalons et les prérequis et les points stratégiques sur lesquels il a fallu que tu travailles pour justement réussir cette transformation digitale au sein de ton entreprise. Si Salah, je voudrais pas être théorique, mais juste pour ma curiosité ou pour la curiosité aussi des gens qui nous suivent aujourd'hui et qu'on remercie, est-ce qu'on peut avoir un petit panorama ou un petit historique du digital? Amine a commencé à en parler. Il a dit que le digital ou la transformation digitale date pas d'aujourd'hui. Est-ce que pour toi, ça a commencé quand réellement? Par quoi on est passé et vers où on est peut-être en train de partir si on doit faire un peu de prospective? Alors, il y a effectivement eu des étapes clés, des événements clés. Je dirais que d'abord, pour rebondir sur ce qu'a dit Amine avant, il y a eu un débat en France il n'y a pas très longtemps pour dire, ainsi dit, on n'utilise plus le terme digital, on va utiliser le terme numérique. Et on ne va pas parler de transformation digitale, on va parler de transformation numérique. Et je veux rebondir sur le fait que le digital, c'est des 0 et des 1. Je pense que Hadi, c'est la vision ou la version réduite du digital, celle qui, effectivement, on peut remplacer par le terme numérique. Et je conçois que dans la tête de beaucoup, le digital, c'est le numérique. Mais le digital, c'est aussi tout ce qui a été généré par ce numérique, c'est-à-dire les façons de travailler, les façons de collaborer, les nouvelles méthodes de gestion de projet, etc. Donc, effectivement, on peut se concentrer sur l'historique du numérique, mais il faut juste comprendre que ce numérique, à chaque fois qu'il est entré, il a apporté avec lui des méthodes de fonctionnement. Aujourd'hui, le télétravail, ce type de réunion qu'on est en train de faire à distance de façon complètement distribuée, oui, le numérique y est pour quelque chose. Mais le fait qu'on ait collaboré autour d'une thématique et qu'on s'est mis d'accord, etc., ça, c'est notre bonne volonté à tous. Mais en tout cas, je reviens, je dirais la timeline du numérique. Alors, effectivement, si on revient, avant les années 80, les entreprises étaient très peu équipées en informatique. C'est normal, il n'y avait pas d'ordinateur. Ça, c'était le début. Donc, on va dire que la phase 1980, 2000, c'est la phase des systèmes d'information, c'est-à-dire des réseaux internes connectés, des outils, des applications internes à l'entreprise. D'ailleurs, on les appelle des applications d'entreprise. Les ERP sont quelque part le mastodonte, le gros produit de cette époque. Les ERP, comme a dit Amine, c'est ce qui représente la finalité de cette longue période depuis les années 80 jusqu'aux années 2000. À partir des années 2000, les choses ont commencé à bouger de façon accélérée. D'ailleurs, on va dire qu'en 2007, on a eu l'arrivée des smartphones. Et ces smartphones ont bouleversé la suite de l'histoire. C'est-à-dire qu'on n'était plus uniquement en train de connecter des ordinateurs les uns aux autres, parce qu'un ordinateur, il est posé. On avait un ordinateur pour une maison, donc ça passait. Quand on a commencé à aller sur les smartphones des gens, ben là, ça a ouvert une nouvelle ère. C'est-à-dire qu'au lieu de connecter des entreprises les unes aux autres à un ménage, on a commencé à connecter les entreprises à des individus. Et donc, on a changé l'approche. Depuis l'apparition de ces smartphones, ce qui a changé également, c'est l'aptitude à collecter de la donnée. Donc, on a collecté beaucoup de données et du coup, par la suite, on a développé des outils, des algorithmes capables de traiter ces données. Ce qui fait qu'on arrive aujourd'hui à l'ère algorithmique. Donc, on va appeler ça l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle n'est rien que la somme, quelque part, de tous ces algorithmes qui sont capables d'aller fouiller dans des données massives pour en tirer de l'intuition, des idées, de nouvelles perspectives de croissance pour l'entreprise. Donc, je dirais, il y a 3 phases majeures. Avant 2000, l'époque des systèmes d'information. De 2000 à 2010, c'était l'époque, je dirais, de la collecte des données et c'est de la donnée individuelle, ça passe aussi par des smartphones. De 2010 jusqu'à aujourd'hui, on est sur la phase de l'utilisation des algorithmes
Et aujourd'hui, quand on parle, tout le monde parle d'intelligence artificielle dans tous les secteurs, c'est typiquement les algorithmes qui permettent de prendre des décisions, de fouiller dans les données et d'aider l'entreprise dans ses orientations stratégiques. Avant de donner la parole à Amine, parce que tout le monde parle d'algorithme et tout le monde n'est pas ingénieur, tout le monde n'est pas scientifique. Et c'est quoi le job ou le rôle d'un algorithme? Qui c'est qu'il y a derrière un algorithme? Je dirais que de façon simple, un algorithme, c'est une suite d'étapes que on va poser, qu'on va écrire pour aller d'un point A à un point B. C'est-à-dire, on a des inputs et on veut récupérer les outputs, la sortie. Je vous donne un exemple très simple. On veut calculer une fonction A plus B. Mais c'est à nous d'écrire le code qui permet de calculer le A plus B pour arriver au résultat. Ça, c'est, je dirais, ce qu'on appelle les algorithmes traditionnels qui ont fait toute l'informatique qu'on voit devant nous aujourd'hui sur nos ordinateurs et nos smartphones, c'est majoritairement de l'informatique traditionnelle. Ce qu'on commence à voir apparaître aujourd'hui en prod, je dis que l'intelligence artificielle qu'on voit aujourd'hui dans nos smartphones, elle est un peu différente dans le sens où ce sont des algorithmes qui n'ont pas été écrits par des humains. C'est-à-dire que la suite des étapes n'a pas été écrite par des humains. Ce sont d'autres techniques, majoritairement probabilistes, statistiques, mathématiques, qui permettent de déduire le raisonnement, comment passer des inputs à l'output sans forcément demander son avis à un humain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de magie derrière le terme intelligence artificielle. Ce sont des algorithmes, mais d'une nature un peu différente, là où, historiquement, quand on parlait d'algorithme, c'était un apport humain qui apporte la suite des étapes. Aujourd'hui, quand on parle d'algorithme d'intelligence artificielle, ou de machine learning aussi plus précisément, on va dire que c'est la machine qui apprend, mais ce n'est pas du tout les mêmes schémas d'apprentissage que les humains. Ce sont juste des algorithmes fondés effectivement sur des bases mathématiques, statistiques et probabilistes qui permettent de déduire les sorties à partir des entrées, à partir effectivement des exemples avec lesquels on l'aura nourri. Merci Salah. Si Amine, redescendons sur Terre. Et c'est le cas de le dire, Cosumar est une entreprise qui travaille avec des agriculteurs, notamment. Et tu as travaillé, toi, particulièrement sur un projet ou plusieurs projets de transformation digitale liés à l'amont agricole, et il me semble jusqu'à la partie industrielle, voire plus. Je te laisserai peut-être nous en dire quelques mots. Ça nous intéresse particulièrement de connaître l'expérience que tu as vécue et nous parler de ce projet qui a été une réussite et dont beaucoup parlent jusqu'à aujourd'hui. Alors, je pense que tu parles à un moment du projet TCLR, le projet qu'on a fait avec le métier de l'amont agricole. Je voudrais rajouter en termes de timeline sur les SI, il y a une date importante, c'est le bug 2000 aussi. C'est le bug 2000 qui a donné la noblesse de l'ERP versus le DevSP, le développement spécifique. Donc, alors, dans ce qui se dit aussi sur la place et dans les débats, et tout ça, c'est qu'il y a une grande différence entre SI et digital. Et donc, ce projet-là, projet TCL, qu'on a mené avec les agriculteurs, est un projet qui va aller mixer deux choses, et un volet digital et un volet SI, pur et dur SI. Alors, ça permettra aussi, c'est ça là, c'est normal à l'audience de faire la part des choses. Alors, dans le digital, nous, Cosumar, c'est assez connu, on fait du sucre. On fait du sucre de deux manières différentes. On importe et on produit à base de plantes locales. Donc, on a 7 unités de production un peu partout au Maroc et on gère un parterre de 80 000 agriculteurs pour 80 000 hectares. Alors, initialement, ces 80 000 agriculteurs sont éparpillés un peu partout dans les régions du Maroc. On a l'oriental, Zayou. On a le Gharb et le Loukous, ça va de Qnetra à Daresh. On a Sedla, la filiale du Soudan, et on a Tikada qui est l'une des plus grandes sucreries. Alors,
Dans la gestion, initialement, on gérait comment? On gérait avec un carnet à souche. Donc, la relation était entre un agriculteur et un conseiller agricole. Donc, dans le deal qu'a Cozumar avec ses agriculteurs et dans le partenariat qu'on a avec nos agriculteurs, c'est qu'on va aller accompagner ces agriculteurs pour qu'ils puissent produire la meilleure betterave qu'on va utiliser pour qu'on soit dans un exercice de win-win, nous et l'agriculteur. Alors, si je descends ça sur un monde ici technologique et digital. Alors, initialement, il y a bien un process. Il existe. Il y a un process de contractualisation. On va aller contractualiser la relation avec les agriculteurs. On va faire des opérations de semis. On va faire des opérations de suivi culturel. On va aller semer. On va aller voir est-ce que la plante évolue. On va planifier de l'arrachage. On va aller planifier cette opération d'arrachage et on va alimenter par J'entends connecter un webinaire, je me pose d'où vient le problème. Alors, c'est le webinaire. C'est normal, je pense que. Il y a quelqu'un qui. Ouais, on entend quelqu'un effectivement. Normalement, les micros de tous devraient être coupés automatiquement. Je suis étonné. Donc, si je reviens à ce que je disais, là, il y a bien des process métiers. Des process de contractualisation, des process d'agriculture pure et dure, donc de semences, de suivi culturel, d'arrachage, de planification de livraison et de production. Donc, ça, c'est la partie métier. C'est le bilan matière. C'est comment la matière va être transformée. Sur ça, on va aller mettre une couche ici. Alors, c'est quoi la couche ici? C'est qu'on est dans une relation de contractualisation. Donc, on fait un contrat qui, en termes logistiques, est tellement connu, c'est une commande. On va contractualiser quoi? Un certain nombre de tonnes de betteraves. On est dans une relation purement gérable sur un ERP. Et donc, ça c'est des choses qui existent dans l'ERP. Donc, on a des contrats, on a des clients, on a des fournisseurs, des centres de coûts, des centres de profit, des comptes clients. Donc, c'est des choses standards ici. Mais le digital, c'est quoi? Le digital, c'est que cette relation, au lieu que le monsieur va aller se balader avec un carnet à souche, on l'a remis 80 000 cartes. J'en ai un exemple, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, ça, c'est des cartes RFID avec un QR code dessus qu'on a distribué auprès de tous les agriculteurs. Donc, c'est avec cette carte-là qu'il va faire toutes ces opérations d'approvisionnement, de suivi et de relation avec Cozumar. Deuxième point, c'est la localisation des parcelles. Donc, on faisait quoi? On avait un numéro qui était attribué par le ministère de l'Agriculture. Donc, aujourd'hui, il y a des positions GPS de chaque parcelle. Donc, on a les 80 000 hectares et dans ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ça là, sur la donnée. Donc, les 80 000 fois 3-4 ans qu'on tourne avec ça, vous imaginez, on a 240 000 hectares géolocalisés aujourd'hui au Maroc. On sait aussi, on a équipé tous les équipements en GPS. Donc, quand il est en train de faire une opération de semis, on a pu calculer la vitesse optimale de cet équipement-là pour avoir une distance parfaite entre une graine et une deuxième graine. Et donc là, on est dans du métier par du technologie. Donc, la frontière n'est pas visible entre ce qui est ici, ce qui est métier et ce qui est digital ou technologique. Donc, les deux doivent déverser vers une transformation parce qu'à un moment donné, il faut qu'on le sente dans un rendement, dans un tonnage de production, dans un coût de revient. Sinon, on est en train de faire semblant. Donc, on pèse l'impact du digital quand ça descend et dans les comptes. Dans le coût de revient, dans le chiffre d'affaires, dans la facture qu'on va aller payer à l'agriculteur, dans le lissage de production des unités de production, dans des choses comme ça, dans la traçabilité de toutes les opérations, dans la masse de data qu'on va aller créer. Et donc, c'est là où on va aller justifier auprès d'un top management national un investissement important parce que le retour sur investissement est palpable en quelques années. Et donc, je pense que c'est un exercice qui a, projet qu'on a fait avec la Moa agricole, c'est un exercice qui, à la fois, c'est vrai qu'il a été médiatisé parce que ça va aller toucher quelque chose qui est très, on va dire, visiblement pas évident à faire, mais je peux vous garantir que c'est des choses qui passent très naturellement. Aujourd'hui, un Marocain est déjà très prêt à utiliser tout ce qui est digital dans sa vie normale, normalement, sans trop se poser la question. Deuxième point, c'est qu'on a eu la chance
d'avoir démarré avant le Covid et que ce démarrage-là nous a permis d'éviter beaucoup de contacts, d'éviter beaucoup de rassemblements. Donc, chose qui a permis au projet d'avoir un autre prix l'année d'après sur l'une des initiatives les plus importantes de Covid pour la région MENA. Donc, nous, on a fait une appli et ça se termine. On l'a fait en amont parce que ce n'était pas la problématique. Nous, initialement, on ne voulait pas qu'il y ait moins de contacts, mais on voudrait faire de ce temps-là de contact un temps d'accompagnement, d'expertise terrain, que le conseiller vient accompagner l'agriculteur, au lieu qu'il passe 30-40% de son temps à aller chercher un papier, à aller signer un autre papier, à aller demander un bon, ou appeler ou faire autre chose. Donc, on est dans le même process. Hein. On a été toujours dans un process de production de betterave. On n'a pas fait autre chose, ou de cas. Je ne sais pas, est-ce que c'est normal, j'ai répondu à ta question? Mais je reste open pour plus d'éclaircissement si vous voulez. Ton micro est désactivé, Sir Omar. J'espère que le mien n'était pas désactivé à ça là. Là, on t'a bien entendu depuis le début, mais le micro de Omar a été désactivé, je ne sais pas pourquoi. Je pense à un moment donné, la dame qui oui. Il y a eu, a coupé pour tout le monde et a réactivé le mien par la suite. Exactement. Alors, en attendant que Sir Omar il nous rejoigne, je rebondis sur ce que tu disais, c'est Amin. En fait, il y a, je dirais, deux choses. Il y a la partie visible de l'iceberg, la partie qu'on aime bien voir, la partie bling bling, etc., qui arrive dans les mains des utilisateurs ou des consommateurs. Alors, quand on parle d'une application mobile, quand on parle d'un site internet, d'un portail, etc., ça, c'est la partie visible de l'iceberg digital. Mais il y a la partie cachée de cet iceberg, qui est souvent beaucoup plus grande, comme tous les icebergs. La partie cachée, c'est effectivement ce système d'information qui est connecté aux fournisseurs, comment on a travaillé avec les fournisseurs pour connecter les différents points de contact. Alors, effectivement, comme tu le dis, ça a été utile lors de la crise Covid, mais je pense que de toute façon, tout le monde a compris dans cette crise Covid que les choses doivent être faites différemment. Le Covid est le meilleur consultant en change management, je pense, de ces 10 dernières années. Il nous a facilité beaucoup la vie pour vendre beaucoup de choses et pour faire avancer les choses. Tu sais, la meilleure stratégie du change, enfin, je ne sais pas si c'est la meilleure, mais l'une des stratégies du change management, c'est de sauter à l'eau et on va apprendre à nager en étant dedans. Et le Covid nous a fait le coup, donc ça s'est passé entre le 18 mars et le 20 mars 2020. On a dû se jeter à l'eau. Et bizarrement, beaucoup de choses qui mettaient du temps à être faites, aujourd'hui deviennent naturelles. Je prends rien que le fait qu'on soit en visio aujourd'hui. Je pense que c'est tellement naturel aujourd'hui que peut-être c'est le présentiel qui commence à déranger. Tellement on en a fait. Alors, tout le monde avait des solutions de visio auparavant. Ceux qui étaient sur Google avaient du Google Meet, ceux qui étaient sur Office avaient Teams, mais personne n'utilisait. C'est au moment du Covid qu'on a commencé à utiliser. C'est un pic incroyable d'utilisation. Donc, on l'a vu monter. Et on n'est plus dans, j'ai pas fait la formation, j'ai pas mon compte. Le même exercice 2 mois, on parlait de 16 mars, le même exercice en janvier ne passerait pas de la même manière. Parce que les gens vont… Parfaitement, bien évidemment. Alors, souvent, on dit que tiens, le Covid, il a accéléré la transformation. Monsieur le ministre Moulay Hafed Al-Alami, d'ailleurs, dernièrement, avait annoncé que le Covid avait permis d'accélérer cette transformation digitale de 5 ans. Je ne sais pas si c'est une accélération. Je pense qu'on est dans un monde parallèle. L'accélération, à la limite, ça suppose qu'on va aller dans des étapes qui étaient les étapes normales des choses. Mais je pense que le monde a pris une déviation qui a fait que
on va arriver dans des évolutions qui n'étaient pas prévues initialement. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple très simple, les avions sont à terre. Il n'y a pas de vols internationaux. Mais après la fin de la crise Covid, on ne fera plus des vols pour aller à Paris, une réunion et revenir le soir parce qu'on a une réunion. Aujourd'hui, le concurrent des compagnies aériennes, ou Teams ou GoToWebinar, tous ces outils qu'on a appris à utiliser en pleine pandémie. Ah oui. Ouais, c'est ça là. On est sur des sujets. C'est Omar est revenu parmi nous. C'est compliqué la technologie. Vous parlez de technologie, mais c'est compliqué finalement. Mais tu vois que l'humain a comblé quand la technologie a fait défaut. Ouais. Mais merci d'avoir pu continuer à discuter pendant ma petite absence sonore. Moi, j'ai suivi avec beaucoup d'attention ce que tu expliquais, si Amine. Et par contre, si on devait vraiment être pratico-pratique et revenir et partager avec les gens qui nous suivent ton expérience, c'est-à-dire avec le recul, est-ce qu'il y a des pièges à éviter lorsqu'on décide de se lancer dans cette démarche? Et est-ce qu'il y a des prérequis nécessaires, peut-être dans le mindset, peut-être dans les enjeux? D'ailleurs, je voulais te poser une question aussi avant sur les enjeux, c'est-à-dire pourquoi à un moment Cosuma s'est dit il faut que je travaille sur un projet de transformation digitale avec les parties prenantes, mais sûrement en interne aussi. Donc, la question est assez large. Donc, quels sont les enjeux qui vous ont poussé à réfléchir à ça? Et ensuite, quand vous avez décidé de vous engager, est-ce que il y a des difficultés, des pièges qu'il a fallu éviter? Alors, pourquoi Cosuma a lancé cette initiative-là, ou là, ce grand projet de transformation? Ben, un peu parce qu'il est obligé. C'est vrai on est une entreprise pratiquement centenaire, mais on est centenaire parce qu'on a pu évoluer au fil de l'eau. Sinon, on aurait 10 ans d'existence. Donc, c'est un peu dans l'ADN de la boîte de changer au fil de l'eau. Et je pense qu'on s'est pris peut-être un peu en avance sur la partie agricole, quelques années en avance du marché, parce qu'aujourd'hui, tout le monde le fait. Hein. Je vois autour de moi, sans citer d'autres confrères, mais beaucoup de grandes entreprises ont fait le pas. C'est vrai que le premier va aller découvrir, mais c'est pas très dur. Hein. Je ne vous cache pas que c'est pas incroyable comme. On doit le faire aujourd'hui, parce que même les éléments les plus basiques, un vaccin aujourd'hui est envoyé par SMS. On ne vous pose pas la question est-ce que vous avez un téléphone ou pas. On ne vous pose pas la question est-ce que vous pouvez lire une carte sur Maps ou pas. On vous donne un numéro de téléphone et une adresse. Et il y a un enjeu santé derrière. Donc, je pense qu'il n'y a plus de discussion sur est-ce qu'il faut faire ou pas. Il faut faire. Et si on ne fait pas, ben on prend du temps, ça va être plus dur après. C'est un peu la révolution mécanique du 19e siècle ou 20e siècle. Alors, est-ce qu'il y a des pièges à éviter? Bien sûr, parce qu'on a tendance, je pense que c'est ça là aussi doit être de ma génération. À l'époque, on faisait des projets en 2, 3, 4 ans. On faisait 1 an de conception, 2 ans de réalisation, 1 an de test. Il n'y a plus ça. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Les approches en termes de projets ont changé. Les attentes ont changé et quelqu'un qui peut se projeter et vous dire dans 3 ans, ça va être quoi? C'est quelqu'un qui vous mentira parce que personne ne disait il y a 3 ans que le monde serait comme ça aujourd'hui. Donc, c'est des choses qui doivent aller très vite. Donc, le cycle de réalisation a changé. La façon de faire a changé. Les approches ont changé en termes de management de projet, bien sûr, et en termes aussi d'acceptation de prise de risque et d'acceptation de l'erreur. Il fut un temps, on ne pouvait pas accepter une erreur parce qu'on était dans du SI pur et dur. Et une erreur pourrait signifier l'arrêt de prod. Dans le digital, on a le backbone, on a le corps digital. Les opérations tournent. On est en train de les faciliter. On est en train de créer autre chose. Et donc là, on peut se permettre d'aller vite, de laisser quelques brèches à colmater par la suite, mais il y a un mix entre rapidité et précision qui va falloir aller chercher, notamment en termes de projet. Les équipes qui y travaillent
sont multidisciplinaires. Aujourd'hui, quand vous voulez faire un projet digital, vous avez des designers dans l'équipe. Hein. Vous avez des designers, vous avez des gens artistes dans l'âme qui, eux, ne vont pas obéir à moi, j'arrive à 8 heures, je pars à midi. Ils vont travailler dans une autre plage horaire, d'une autre façon. Mais ils ont leur touche. Aujourd'hui, un métier UX, maintenant, un user experience, celui qui va mettre la couche design sur ce que vous avez fait, est aussi important qu'un développeur hein, ou un architecte. Parce que si c'est pas beau, ça ne vend pas. Ça ne marche plus. Donc, il y a beaucoup de métiers qui sont créés aussi. Et donc, il va falloir naviguer entre ça en changeant ses paradigmes et pouvoir évoluer avec ce qui évolue aujourd'hui. Tout en gardant en tête qu'on est en train de travailler pour une entreprise. Tout est orienté valeur, création de valeur. On n'est pas là pour faire semblant ni pour jouer. Si on fait bien, mais parce qu'il y a un enjeu de valeur derrière. C'est ça, pour moi, les 3-4 points à garder en tête. Les hommes, la démarche et le changement de paradigme. 3 grandes… Ouais. Qui me reste dans l'esprit dans ta phrase ou là dans ton explication dès le démarrage, tu as dit on n'a pas le choix. Et c'est pour ça que tu y es allé. Finalement, quand on est au pied du mur, c'est là que beaucoup de choses se passent. Et je rebondis tout de suite sur ça, et même si je devine la réponse, mais je pose quand même la question à Salah. Est-ce que pour toi, tous les secteurs peuvent être adressés quand on parle de transformation digitale? Est-ce que tous les types d'entreprises et de toute taille peuvent être concernés et sont concernés? Est-ce que le privé, le public, les administrations, tout le monde est concerné par le digital et la transformation digitale? Ou là, finalement, il y a peut-être certaines niches qu'on ne va pas adresser? Alors, je vais commencer par les organismes publics. On aurait pu imaginer que les organismes publics sont les moins concernés. À la limite, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de danger. Et donc, on aurait pu dire, ben tiens, l'État peut très bien rester sur l'ancien mode de fonctionnement. Et pourtant, même l'État n'a pas ce luxe. Parce que le citoyen, parce que l'entreprise citoyenne, parce que les individus ont changé de comportement. Et donc, il doit s'adapter. Et donc, même l'État aurait pu rester sur un ancien mode de fonctionnement. Il ne l'a pas fait. Les entreprises, elles seront obligées de le faire par obligation et surtout par compétitivité. Parce que la concurrence fait que une entreprise qui ne s'équipe pas correctement, qui ne fait pas les bonnes je dirais, transformation, va se retrouver hors course. Hier, on discutait dans un autre événement avec des agents d'assurance. Et ils me disaient, ben, pourquoi nous? Ben, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, la nature n'aime pas le vide. L'utilisateur attend des services sur Internet. Les fournisseurs se connecteront plus facilement à des acteurs connectés. Et donc, si moi, je décide d'être hors réseau quelque part, ben, ma place, elle sera prise par quelqu'un d'autre. Donc, personne ne voudra prendre ce risque de se retrouver hors course, hors compétition. Maintenant, bien sûr, chacun son rythme. Il y a des secteurs qui sont plus je dirais, gourmands, plus friands de nouvelles technologies, qui ont des systèmes d'information depuis maintenant plus de 40 ans, etc. Ça va être plus facile peut-être. Il y a des secteurs qui sont un peu plus dans l'industrie lourde et forcément des gens qui sont dans la BTP ou là, qui sont dans l'acier, ça ne va pas être la même, je dirais, le même impact et la même vitesse. Mais en tout cas, à chacun de trouver la profondeur de transformation qu'il veut mettre en place et surtout son rythme. Parce que nous n'avancerons pas au même rythme, nous n'avancerons pas avec je dirais, le même impact sur le corps de métier et la chaîne de valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde doit avancer, c'est l'évolution normale des choses. C'est que, moi, je donnerai juste un petit exemple. L'électricité, quand elle est venue, elle a remplacé le charbon partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus
quasiment plus de secteurs qui utilisent du charbon. Bah, le digital est aussi de cette, je dirais, lignée de transformation qui font qu'il y a un avant et un après. C'est clair, c'est clair. Amine a parlé de data à un moment, mais de manière très succincte. Quid de la data dans toute cette transformation digitale? Il paraît que la data aujourd'hui, c'est le pétrole, ou c'est le pétrole de demain. Tu peux nous en dire un mot de ça, Salah? Je dirais que la data, c'est le pétrole d'aujourd'hui déjà. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'attendre demain. À partir du moment, les systèmes d'information, le web, Internet, les applications, etc., ça a permis de consolider un certain bagage informationnel depuis des années. C'est-à-dire, si je prends le secteur, par exemple, des assurances. Les assurances, elles connaissent leurs clients, mais depuis un moment. Sauf que c'était sous forme papier, très difficile de manipuler ces stocks de données. Et donc, pendant longtemps, c'était des gisements de données, mais qui étaient à l'écart, à côté, pas exploités. Aujourd'hui, nous avons les outils nécessaires pour exploiter ces données. Alors, à partir du moment qu'on va les numériser et les mettre dans une base de données ou dans un ordinateur quelque part, ou dans peut-être un cloud, un data center, que sais-je, on a des outils scientifiques quand on parle de la data science ou du machine learning, etc. Ça, c'est des outils scientifiques. Mais on a aussi une infrastructure technologique qui nous permet de le faire. Aujourd'hui, quand on parle de big data, c'est surtout, sans forcément parler de la quantité de données que ça va manipuler, mais c'est surtout des outils technologiques qui permettent de fouiller dans des données massives. Alors, aujourd'hui, que vous demandiez un crédit auprès d'une banque ou que vous demandiez votre chemin à une application installée sur votre téléphone portable ou que vous soyez connecté à votre fournisseur de vidéos préféré qui vous dit tiens, vous avez aimé ce film, vous allez adorer celui-là, tout ça, ce n'est que le fruit de la mise en pratique de ce qu'on appelle justement des algorithmes de data analytics, donc de l'analyse de données dans des secteurs bien précis. Et aujourd'hui, quand on vous recommande des produits, quand on traite vos dossiers d'assurance ou de votre demande de visa, doutez-vous juste un tout petit peu qu'il y a derrière de l'utilisation de données, de data au sens pétrole de ce nouveau monde. Il y a aussi le fait qu'on génère beaucoup de données. On génère de plus en plus de données. Et il y a des tags partout, il y a des capteurs partout, il y a de la donnée qui est générée, mais d'une façon incroyable. Moi, je pense que je vais même vous le montrer. Je vais vous montrer, j'ai hérité d'un bureau il y a, je pense, vous savez, ça, c'est ça là, tu dois reconnaître ça. Ça, c'est un disque de sauvegarde de tout le système des années 80. J'ai trouvé dans un ancien bureau, je l'ai gardé pour le fun. Il fait 200 mégas. 200 mégas aujourd'hui, vous la générez en 10 minutes. Ça, c'est tout le système. C'est une sauvegarde du système. Donc, on génère beaucoup de données. Et le fait, après, c'était structuré à l'époque, c'était de la donnée structurée dans des tables. Aujourd'hui, c'est peu structuré, mais c'est énorme comme gisement. C'est énorme. C'est pas l'essence. À un moment donné, on parlait d'autoroute de l'information, c'était les réseaux. Après, il y a la donnée qui circule, les 0,1, c'est les voitures. Et là, ça, c'est le carburant qui va faire véhiculer la voiture. Donc, c'est juste une continuité. Et sachez qu'en termes d'investissement aujourd'hui, tout se fait dans la data. L'infra est quelque chose qui arrive à un simple. Tout se fait dans comment je fais parler l'info. Je fais parler la data. Et tout ce qui se vend est aujourd'hui connecté. Votre téléphone est connecté, votre voiture est connectée, votre lave-linge est connecté peut-être, votre réfrigérateur est connecté. Vous, à Soumar, je ne sais pas si c'est indiscret de poser cette question, mais j'imagine qu'à travers les différentes applications que vous avez, il y a de la data qui est générée.
est-ce qu'elle est utilisée, réutilisée, est-ce qu'elle est exploitée et comment? Bien sûr. Pas comment, parce que comment par les outils qui existent. Nous, on tourne sur SAP, donc on a une donnée assez structurée. Donc, on a un ERP SAP qui va aller faire 90% des opérations du business. Donc, déjà, on a une big data qui est issue de SAP. Après, tous les outils qu'on a mis dans l'industriel, en termes d'équipement de contrôle et tout ça, je vous donne un ordre de grandeur. Sur un site, vous allez trouver 10 000 capteurs qui génèrent une info chaque 5 secondes. Vous imaginez un peu ce que ça fait comme info. Donc, vous avez des capteurs de température, par exemple, qui vont vous donner la température observée sur un équipement à fréquence donnée. Donc, si vous voulez avoir une configuration type d'unité de production, à travers ces capteurs-là, vous pouvez définir quelle est la meilleure configuration qui vous a permis le meilleur coût de revient. C'est ça la configuration type, par exemple. Donc, il y a des capteurs dans tout ce qui bouge. Il y a des capteurs dans les équipements agricoles, il y a des capteurs dans les équipements industriels, il y a des capteurs dans tout ce qui bouge, dans les camions, dans les cartes qui sont chez les gens aussi, c'est des capteurs, générateurs d'infos aussi. Il y a quoi encore? Il y a les lecteurs de badge, il y a les lecteurs d'entrée, de sortie. Énormément de choses. Il n'y a pas de déperdition de cette data? C'est-à-dire toute cette data est exploitée, est utilisée, est analysée? Non. Pour l'instant, exploitée, on espère. On peut faire mieux. Il y a toujours mieux, il y a moyen de faire mieux. Déjà, quand vous êtes dans un sujet data, vous êtes dans un sujet de génération de données, de son archivage, sa structuration, et par la suite, comment la faire parler. Et à un moment donné, est-ce que j'en fais tellement confiance que je décide par la donnée ou pas? Parce qu'il y a une phase où vous allez mixer deux mondes. Vous allez mixer ce qui va être proposé par la donnée versus ce que vous allez prendre vous-même comme décision. Et quand ça match, donc vous dites, si ça arrive, si tel événement et tel événement arrive, j'ai pris cette décision 100% des cas sur un an. L'année prochaine, je ne prends pas cette décision. C'est un ensemble de décisions qu'on va prendre C'est ça le système d'aide à la décision. C'est ça le machine learning. Et je vais sous-traiter un niveau de décision à la machine. Et je vais aller me focaliser sur autre chose. C'est bien. Amine, je suis désolé de t'interrompre parce qu'il nous reste 5-6 minutes, donc je vais devoir accélérer un tout petit peu. Mais quand j'entends data, il y a le mot éthique qui me vient aussi à l'esprit tout de suite. Salah, est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce qu'il y a une éthique dans la démarche? Est-ce que c'est un élément à prendre en compte, c'est-à-dire l'éthique? Et finalement, c'est quoi l'enjeu aussi quand on parle d'éthique dans la transformation digitale? En 1 minute 30, s'il te plaît, Salah. Alors, ce terme d'éthique, il dépend beaucoup de l'aspect culturel et dans le mindset culturel dans lequel on se situe. Il y a des pays, il y a des régions du monde qui acceptent très volontiers de donner beaucoup de leurs informations s'ils ont un retour gagnant en échange. Je parle notamment de l'Asie. En Europe, la mentalité est un peu différente, c'est-à-dire qu'on est plus dans le contrôle. Mais en tout cas, l'impact et l'enjeu est fondamental. Les évolutions sociétales sont complètement impactées par les choix qui sont faits, éthiques qui sont faits aujourd'hui. Je vous donne un exemple très simple. Aujourd'hui, par exemple, en France, un dossier de crédit, on est obligé d'avoir un humain qui l'a jugé, c'est-à-dire qu'un traitement automatique est interdit par la loi. C'est-à-dire qu'on aura toujours une valeur humaine qui a pris une décision humaine sur un dossier X ou Y. Ça, c'est un garde-fou. Et des garde-fous comme ça, il en faudra, parce que sinon, je peux vous juger comme salarié parce que j'ai assez de données pour le faire de façon automatique. Et donc, votre l'évaluation annuelle d'un salarié peut être faite par algorithme. L'évaluation d'un citoyen peut être faite par algorithme. Alors que les humains ont tendance à avoir de l'empathie les uns vers les autres, ont tendance à avoir du jugement, de la raison et de la morale, les algorithmes en sont complètement dépourvus. Et donc, pour éviter des évolutions de société qui soient majoritairement contrôlées par des algorithmes qui automatisent toutes les décisions qui nous concernent, il faut quand même
mettre ce brin d'éthique dans le système, c'est-à-dire garder l'humain au centre du système pour garder la confiance entre nous, parce que si on perd la confiance, ben, finalement, on reviendra à une époque où il y avait de la réticence au changement et enfin, c'est quelque chose qui continue à exister, mais c'est pour éviter ce type de problème qu'il faut garder de l'humain dans le système et l'humain nous apportera la morale, l'éthique et la valeur humaine. Merci Salah. Une question ouverte aux deux. Encore une fois, quand j'entends transformation digitale, il y a le mot innovation qui me vient à l'esprit aussi. Est-ce qu'ils sont toujours liés? Est-ce que toi, Sidi Amin, quand tu as dû mener des projets de transformation digitale, il a fallu que l'entreprise soit innovante ou pas nécessairement? Dans certains cas, oui. Dans d'autres, on fait beaucoup de reuse. On va utiliser des choses qui sont déjà faites. Alors, l'innovation, ce n'est pas l'invention, pour qu'on soit d'accord. Ce n'est pas on invente des choses. On va utiliser des choses qui existent, les adapter pour un autre contexte. Dans ce sens-là, oui. GPS a toujours existé, mais est-ce qu'on a eu l'idée de mettre un GPS sur un capteur de rotateur de semoir? Non. Le GPS existe, le semoir existe. C'est ça l'innovation. Ça, on va aller mixer ce qui existe pour en faire un autre objet. Ça va de pair, pas tout le temps, mais on innove Salah n'est pas d'accord. Dans beaucoup de choses, oui. Alors, Amin, il dit, dans un certain cas, oui, dans d'autres cas, non, parce qu'on fait du reuse. Moi, je vais juste le rassurer, même le reuse, c'est de l'innovation dans le sens où vous innovez dans vos propres process internes. C'est-à-dire que si on revient à la définition même de l'innovation, c'est faire du nouveau avec de l'ancien. C'est typiquement le principe du reuse. Donc, là où je dirais que l'innovation apporte réellement une valeur ajoutée à ce domaine de la transformation digitale, c'est que l'innovation, par définition, est orientée usager, consommateur, besoin, elle est pragmatique. Elle ne cherche pas à faire de la technologie pour de la technologie. Et donc, le garde-fou de cette transformation, je trouve que c'est l'innovation. C'est ne faire que la transformation qui nous permet de toucher des utilisateurs, de rendre un meilleur service, d'améliorer nos process. On ne va pas faire des transformations inutiles dans un certain sens. Et ça, l'innovation l'apporte très bien. Et je pense qu'il faut insister sur ça. Transformation digitale, va de soi avec innovation. Très difficile d'en faire autrement. Merci. Une question qui revient souvent dans le chat, c'est est-ce que la transformation digitale est systématiquement portée par le DSI ou la DSI? On a un DSI avec nous, on a un enseignant d'informatique aussi. Vous en pensez quoi? 30 secondes chacun, s'il vous plaît. Il y a plusieurs écoles. Il y a des gens qui vont vous dire oui. Il y avait des gens qui ont dit oui et qui ont changé d'avis. En fait, la transformation digitale, elle doit être portée déjà par le métier, avant qu'elle soit portée ni par le DSI, ni par la DSI, ni par l'entité digitale. Elle doit être portée par le métier lui-même. Parce que ça vient pas, je ne te ramène pas prendre du digital, c'est le métier qui vient demander et parce qu'il a trouvé un intérêt dans la chose. Alors, qui occupe la fonction, ça diffère. Vous avez de tout. Vous avez ceux qui vont en faire une filiale carrément. Ça, c'est le max de l'externalisation. Vous avez ceux qui vont en faire un métier ou un poste dans une DSI. Et donc, c'est une forme de maturité. Il y a de tout. Il y a des gens qui ont fait un pas vers la filiale, qui ont fait marche arrière. Sans citer les noms, mais on les connaît tous de la place, des grands gens dans l'assurance. Des banques notamment. Oui, il y a des banques qui ont fait aujourd'hui un business model. Il y a de tout. Il n'y a pas de définition précise. Et c'est à l'image de l'ère. Rien n'est figé dans cet élan-là de transformation. On peut faire un choix, on peut faire un pas vers l'avant, faire marche arrière, en faire deux devant. Rien n'est en haut. Ça va, Moi, je rajouterais, et je suis d'accord avec Amin, c'est une transformation des métiers avec de la technologie. Donc, il faut une double compréhension, c'est un double challenge. Il faut que la personne qui porte ce dossier soit très bien impliquée dans les métiers pour en comprendre les rouages,
mais qu'elle soit très consciente des apports de la technologie et de ce que peut apporter le digital. Et quand on trouve les deux casquettes chez la même personne, bah, c'est la bonne. C'est-à-dire, ça peut être un DSI qui a tellement bien compris le métier et qui va mener cette transformation, comme ça peut être quelqu'un du métier qui a une appétence vers le digital et qui a justement compris les rouages du digital et qui en a la maîtrise. Mais en tout cas, c'est une. Alors, fut un temps, on représentait dans les stratégies d'entreprise en disant il y a la stratégie d'entreprise et la stratégie digitale d'entreprise. C'est-à-dire, quelque part, une entreprise bistratégique, bicéphale. Elle a deux parties du cerveau, une partie digitale et une partie métier qui ne l'est pas. Moi, je trouve que l'entreprise technologique, pour revenir au thème, c'est une entreprise qui a fusionné ces deux mondes et qui réfléchit en même temps métier et comment profiter du digital pour réaliser son métier. C'est-à-dire que le digital est au cœur des fondements de son fonctionnement. Maintenant, qui est cette personne? Bah, ça dépend de qui est autour de vous. Est-ce que c'est le fameux CDO qui est à la mode en ce moment, le Chief Digital Officer, qui provient pas nécessairement d'une DSI? Ça peut être un DSI qui a évolué pour être un CDO, ça peut être un CDO qu'on a ramené de l'extérieur. En fait, c'est un recrutement, c'est-à-dire que quand on va recruter notre capitaine d'équipe, parce que là, il faut un capitaine d'équipe, il faut du leadership, il faut quelqu'un qui puisse embarquer avec lui. Soit c'est quelqu'un de la maison qui a évolué et qui a justement acquis des compétences. Alors, on a parlé d'innovation, de leadership, de compréhension du métier et de connaissances digitales. Ça peut même être quelqu'un qu'on va ramener de l'extérieur. Mais ce que je peux dire, c'est que les DSI, dans l'histoire de plusieurs entreprises, on a de très bons DSI qui ont réussi ce chantier. Je vous donne un exemple, et c'est celui qui me revient à l'esprit à chaque fois. Sihm Drahou, qui était DSI de la CIH Bank, il est même passé à un moment donné en étant directeur général de l'ESIEUR, mais qui est revenu à CIH en étant le patron. Et je trouve qu'un DSI qui se retrouve patron d'une entreprise, ça montre deux choses. Ça montre une très bonne compréhension du métier. Donc, de là où il vient, il a parcouru le métier de la banque qu'il connaît très bien et il a revisité la banque avec je dirais, la sauce digitale. Et c'est typiquement ce qu'on veut. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il y ait un poste qui s'appelle CDO, etc. Ça, c'est de l'administration et du RH. Ça, c'est pas forcément une contrainte. Exact. Merci Salah. Effectivement, un grand monsieur Sirho et puis une pensée aussi à Sifikrat, qui est un grand monsieur aussi qui a apporté des choses très intéressantes au secteur de l'agroalimentaire, de l'industrie agro. Peut-être une dernière question avant d'ouvrir les questions de l'auditoire. On a dépassé le temps. C'est tellement passionnant de vous écouter parler. Et c'est en lien. Tu as parlé de leadership. Amine, j'imagine qu'encore une fois, quand on décide de transformer, même si c'est de manière digitale, une entreprise, c'est une aventure humaine, managériale. J'imagine cette brique leadership qu'il faut avoir pour pouvoir porter ce type de projet. Parce que avant tout, c'est des relations humaines. Ah oui, parce que sinon, tout le reste est achetable, tout le reste est vendable. La culture, l'homme est au cœur de tout ce qu'on dit aujourd'hui. Vous pouvez aller acheter la meilleure technologie du monde, vous ne pouvez pas monter une équipe. Ça ne s'achète pas. Si je reprends un peu ce que, au tout début, en me taquinant, tu me disais, est-ce qu'il y a un parallèle entre le sport et la gestion de projet, la gestion de transformation? Ben, c'est pratiquement la même chose. On gère une équipe comme on gère une finale ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de parallèles. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien à comparer entre la technique elle-même. Tout se vend. Tout est achetable. Et c'est limité dans le temps. Hein. Même si vous avez besoin d'une expertise, on va dire, pointue sur, je ne sais quoi, un an, c'est achetable. Ça se vend. Mais ce que vous ne pouvez pas acheter, c'est la culture, c'est les valeurs. Ça ne se vend pas. Donc, vous pouvez monter le projet que vous voulez. Ça marchera peut-être le jour J,
Une semaine après, s'il n'y a pas les hommes qui portent ça, ça finira comme beaucoup d'applications que vous avez sur votre mobile, que vous avez installé, peut-être vous avez utilisé une fois, et plus jamais vous l'utilisez. Un jour, on vous propose de la supprimer parce que ça vous prend de l'espace pour rien. C'est ça la différence entre est-ce que j'ai de la techno, est-ce que j'ai de la techno et les gens. Ouais. Nos amis de Paris vont me taper sur les mains, sur mes petits doigts, parce que c'est eux qui gèrent l'ouverture et la fermeture du webinaire. Donc, je vais clore avec 2 ou 3 questions de nos amis qui nous suivent. J'ai une question de Hossein Boudad qui pose la question suivante. Il dit un défi au-delà de la technologie. Y a-t-il une technique d'accompagnement ou une stratégie organisationnelle pour réussir ce changement? Surtout convaincre attitude, valeur et motivation des collaborateurs afin d'accepter ce changement. C'est un petit peu dans la continuité de ce que tu disais, Amine. Salah, une petite réponse rapide? En fait, c'est le change management, c'est-à-dire que les entreprises qui font la transformation digitale, ben, il y a toujours une cellule qui veille à ce que, effectivement, dans l'installation de la nouvelle application, comme disait Si Amine, il y a aussi l'installation du nouveau mindset, le travail sur la collaboration. Il faut que les gens, vous savez, le digital, c'est des outils. Si on se retrouve tous sur la même barque avec chacun une pagaie dans la main, ben, si on ne va pas dans le même sens et si on n'a pas le même rythme, nous n'avancerons pas et nous ferons du surplace, voire peut-être pire, on reculera. Et donc, ça, c'est la gestion humaine qui va accompagner cette transformation. Mais effectivement, il n'y a pas de baguette magique. Ça se travaille aussi, ça passe par de l'accompagnement, ça passe par de l'acculturation. Il faut que les gens assimilent les outils qu'ils ont entre les mains et les pouvoirs que ces outils vont commencer à leur donner par la suite. Merci Salah. J'ai une question, encore une fois dans la continuité. C'est une question de Sir Khalid Ben Gharbal. Il travaille dans le secteur minier. Et il nous pose la question suivante. Il vous dit notre secteur d'activité présente des contraintes en termes d'infrastructure au niveau de quelques services. Est-ce que ceci va retarder la transition digitale à l'ensemble du périmètre de l'entreprise? Amine, est-ce que la question est claire? Alors, si j'ai bien entendu, c'est une forme de maturité qui n'est pas uniforme partout dans la boîte. Est-ce que ça dérangerait tout le monde? Oui, exactement. C'est le sens de la question. C'est ça, exact. L'effort changera d'un point à l'autre. Je connais un peu le secteur minier parce que j'ai commencé là-bas. Il y a un souci d'infrastructure parce que les mines sont généralement dans des endroits éloignés. Donc, vous n'avez pas encore l'autoroute de l'information pour pouvoir bâtir le 3e niveau. Donc, vous n'avez pas l'infra de base. Mais aujourd'hui, c'est des choses qui sont dépassées. La 4G, maintenant. C'est incroyable comme techno, ça. Quand on a commencé dans ce métier-là, on faisait des LS à quelques kilo-octets, 9 kilos, analogique à l'époque. C'était la LS, la ligne spécialisée. Aujourd'hui, on communique en 4G, il y a du satellite. Je pense plus que c'est un problème. Il y a une panoplie de solutions, énormément de solutions, qui même en termes de prix, sont en train de baisser d'une façon drastique. Même le satellite aujourd'hui est abordable. Même le satellite est abordable. Pour revenir à ce que j'ai observé un peu sur le marché. On a des cas comme ça, hein. On a des points de distribution qui sont dans les périmètres, dans des points éloignés. On a expérimenté les liaisons par satellite. Première expérience que j'avais fait avec ça, c'était 2006 ou 2007. C'était pas très fameux. Aujourd'hui, c'est très stable. C'est très, très stable. Vous oubliez que vous êtes sur une liaison satellite, hein, pour être très franc avec vous. Mais on est en train d'assister à l'arrivée de la 5G et ça fait aussi partie de ces réseaux qui vont bouleverser l'industrie. La 5G, le LoRa. Pour parler un peu du secteur minier, que je connais aussi un peu, parce que je suis aussi sur un projet de mine digitale, je pense qu'il y a des métiers, il y a des secteurs qui peuvent surprendre, parce qu'effectivement, on a tendance à penser que la mine, c'est du minerai, il faut descendre sous le sol, etc. Mais ce qui est génial dans ce monde de la transformation digitale, c'est que même dans des conditions extrêmes, on arrive à trouver des usages et on arrive à mettre une connexion 5G et on arrive à mettre de la data et on arrive à collecter des choses pour en tirer des conclusions. Et
ça n'avancera peut-être pas au même rythme que ce qui peut arriver dans les assurances, mais ça avancera à un rythme qui est celui de la mine intelligente. À chacun de trouver son rythme. Et je pense que même les opérateurs aujourd'hui l'ont compris, ils vont aller investir dans des coins éloignés qui, avant, leur on va dire, leitmotiv était combien de personnes il y a sur place, combien je vais aller vendre de minutes. La minute ne vend plus, c'est le giga qui vend aujourd'hui. Donc, si vous arrivez à démontrer, même dans un site éloigné, qu'il y a bien du business là-bas, ben, les gens peuvent investir avec vous. Je l'ai vécu moi-même dans des sites éloignés que nous-mêmes on a. Merci pour vos réponses. On a encore beaucoup de questions. Malheureusement, le temps parti, on l'a dépassé de plus de 10 minutes. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse un épisode numéro 2. Yak. En attendant, on peut toujours animer le débat, les gens peuvent nous interpeller. Exactement. Si vous avez des questions, vous avez les coordonnées de Madame Benihia sous les yeux, n'hésitez pas à nous écrire. Mille merci si Salah Beina, merci beaucoup. J'ai été honoré de pouvoir échanger avec vous. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. J'espère que nos invités ont appris certaines choses aussi. Oui, Salah, tu voulais dire peut-être un dernier mot, peut-être? Pour l'épisode 2, on fera en sorte que ça soit après Ramadan et qu'il y ait du jus d'orange, peut-être. Et sur ce, c'est le mot de la fin. Merci encore une fois à tous et à très bientôt. Merci pour très bientôt. C'est un grand plaisir. Merci à l'audience. Merci. Merci, à très vite. Merci à tous. Merci. Salam.